Nous sommes toujours au Fort Paddle Toulouse-Coulommiers pour ce dernier FFT Paddle Tour, tournoi élite de la Fédération française de tennis. Avec nous, on ne le présente plus, Éric Largeron, l'élu en charge du paddle. Salut Éric. Salut, salut à tous. Éric, c'est une interview un petit peu particulière puisque c'est une interview qui vient un peu faire un bilan d'abord de cette année et puis il y aurait tellement de choses à dire et puis parler de l'avenir. On va commencer peut-être... Alors j'allais dire en quelques mots, mais c'est pas possible. Parler de cette année un peu particulière. Arnaud Di Pasquale nous disait il y a quelques jours, 2022 restera un tournant dans l'histoire du paddle, d'accord avec ça? Sur le montage, tu risques de prendre du temps pour le faire parce qu'il y a tellement de choses à dire, oui. Je pense que les amateurs de paddle ont bien compris que 2022 était, pour diverses raisons, une année très particulière. Alors, plein de choses me viennent par la tête, donc après il faut faire la sélection. Le Greenwiz, le G3PM, bien sûr, c'est un gros moyen mis par la fédération pour faire éclater encore le paddle sur le haut niveau, visuellement, etc. La médaille des Français, la médaille de bronze, moi j'ai sauté de joie, j'étais à Bercy. Voilà, c'est fantastique. Les interclubs qu'on va vivre la semaine prochaine et qu'on a déjà vécu en National 2. Et puis cette explosion au niveau du nombre de compétiteurs, la licence paddle qui a été mise en place cette année, et aujourd'hui on a dépassé les 22 000 licences spécifiques, ce qui est un score très honorable et qui laisse entendre que l'avenir sera encore beaucoup plus fourni. Le nombre de pistes, les différents soutiens de la fédération, puis tout ce qui se passe au niveau national, international, plein de choses. À noter quand même que concernant les licences de paddle, les licences 100% paddle, 22 000, comme quoi ça continue à progresser puisqu'il y a quelques semaines, je crois qu'on était à 21 000, donc on a pris 1000 en l'espace d'un mois quasiment. Non, 1000 en une semaine pratiquement. En une semaine, voilà, d'accord, oui, c'est incroyable. Ça va beaucoup plus vite, oui. Là on est entre 800 et 1500 par semaine. Alors ça va se tasser un petit peu. Surtout avec Noël déjà. Les gens prennent des licences pour faire de la compétition. Ouais. Mais il y a aussi le statut d'abonnement, d'être abonné dans un club. Ouais. Et donc on licencie au mois de septembre et donc ceux-là, ça y est, on les touchera plus. Après il y a aussi autre chose qui va être compliqué à comprendre, c'est qu'il y a aussi toujours, évidemment, cette licence multi-raquette. Comme c'est mon cas, par exemple, je joue qu'au paddle et pourtant, j'ai une licence multi-raquette. Et on constate, au final, qu'il y a encore, une majorité, en tout cas, une proportion non négligeable de joueurs qui ont cette licence multi-raquette par défaut. On a fait cette licence pour déjà donner la possibilité aux structures de pouvoir licencier à moindre prix. Ça, il faut le reconnaître. Mais c'est aussi pour nous avoir un indicateur sur le développement. Or, comme tu le dis si bien, il y a ceux qui appartiennent à un club de tennis qui propose aussi du padel et qui a la licence multi-raquette parce qu'il fait les deux. Et puis, et ça c'est mon cas, je suis licencié dans un club de tennis, je pratique un petit peu encore, mais je joue aussi au padel et je fais des tournois d'autres structures. Donc moi je suis répertorié nulle part au niveau du padel. Je peux facilement le dire, on est à 22 000 licences paddle, mais sur la pratique FFT, je pense qu'on est dans une fourchette entre 100 et 120 000 sans aucun problème. Ça, c'était pour 2022. Pour 2023, il va y avoir beaucoup de choses. Alors, je te propose de faire les choses en deux thèmes. Premier thème, on va parler plutôt fédéral. Bon, il y a beaucoup de sujets d'actualité. On va évoluer encore sur la partie réglementation. Je pense au PMI 500. Bon, je crois que c'est un secret pour personne. Beaucoup de joueurs attendaient et espéraient ce PMI 500. Ah oui, oui parce que j'ai proposé ça au Conseil national du padel et j'ai eu quelques réticences quand même. Parce que moi, je sentais que les bons tournois P1000 bien organisés, qui mettent aussi les moyens pour donner des prix à la fin, je trouve donner une carotte supplémentaire, je pense que c'est bien. Exactement. Parce qu'on ne va pas se mentir, aujourd'hui, un P1000 est presque devenu banal, avec parfois 1 jusqu'à 2 P1000 par semaine. Et au final, c'est vrai que des joueurs estimaient que les P1000 d'aujourd'hui sont plus des P500 d'il y a encore 1 ou 2 ans. Il y a eu, au final, mais c'est peut-être la suite logique des choses, c'est même pas une critique, il y a eu, chaque catégorie a baissé d'une catégorie. Il y a eu le P500 devenu un P250, P250 devenu un P500, un P100, etc. Et donc, finalement, la Fédé s'est dit, bon, très bien, on a vu, on a compris, et on met
du coup un P1500 pour valoriser il y en ces aura Super 1000. 4-5 dans l'année, Ouais. garçons et 4-5 filles, du moins on l'espère, hein, parce qu'il faut aussi se porter candidat et puis organiser, parce que bon, c'est un budget, hein, mine de rien. Donc voilà, pour qu'on ait toujours de quoi proposer à nos pointures une compétition qui ressemble à un P2000 sans forcément que la Fédé mette son empreinte, comme c'est le cas dans l'organisation des P2000 aujourd'hui. On aura donc, si je comprends bien, 4 donc classiques, hein, 4 P2000 l'année prochaine, Oui. un, alors, a priori, un chaque trimestre. À peu près, à oui. peu près. À peu près. P1500, on est à peu près de la même manière, à peu près 4 P1500 dans Oui, l'année, c'est un ça. chaque Après, trimestre. alors après, il faut trouver, se pose Bah le ouais. problème des dates, bien sûr. Ouais. Mais aujourd'hui, je pense que sur les dates, on est en passe de capituler. L'international prend énormément de place, peut-être un petit peu trop avec la multiplication des circuits et le système qui fait que pour pouvoir vivre, pour pouvoir avoir un meilleur classement, il faut tout faire. Et je trouve que ça fatigue les organismes, mais il faut le respecter. Donc aujourd'hui, on va mettre des dates sans forcément regarder s'il y a un WPT en même temps, s'il y a un major, etc. Voilà, on est obligé, sinon on ne peut plus rien faire. Sinon, on peut plus rien faire. Ah oui, non, on va c'est devenir ça. comme le rugby, Ah oui, c'est-à-dire qu'il y aura des top 14 pendant que l'équipe de France joue aussi. De toutes Voilà. les manières, c'est ce qui est déjà en train de se passer. D'ailleurs, les joueurs ne sont pas cachés en disant voilà, l'année prochaine, pas évident qu'on nous retrouve dans tous les tournois de paddle français pour une raison très simple. il Tout à y a fait. énormément de tournois internationaux et au bout d'un moment, il faut faire une priorité. Il faut qu'on se. Et il se trouve qu'avec Deep, en plus, nous, on donne une priorité à l'international. Quand Ouais, même, voilà. mais- Moi, je préfère que Benjamin Tison soit 40e mondial et tant pis s'il ne vient pas faire les P2000. Voilà, c'est pas grave. Mais à côté de ça, il marchera bien. Donc, voilà. Et je dis Benjamin parce que c'est On aurait pu voilà, parler c'est- d'Alix, c'est on aurait pu parler de encore Léa, encore de plus Godali Alix qui est Léa. juste à côté, qui n'est pas très loin. Tout à fait. Voilà. Et puis les garçons, là, ceux qui se sont installés à Barcelone et qui ont un gros projet international et que je vais suivre de près de par les résultats. Et puis voilà, parce que s'investir comme ça, c'est bien. Alors si en plus on leur dit on vous force à faire un P2000 parce que c'est machin, non, ça marche plus. On va parler, donc on va continuer un petit peu. Où se trouvent, quelles seront aussi les prochaines mises à jour Alors, voilà, on a entendu beaucoup de choses. Qu'est-ce qui va se passer concrètement l'année prochaine, tant sur la partie compétition que sur la partie classement, la prise en charge peut-être de plus de tournois de paddle pour ceux qui sont des fanatiques de tournois. Il y a eu, alors même si je crois comprendre, j'avais déjà eu la réponse, mais peut-être que tu vas nous le confirmer, on a entendu, est-ce qu'il y aurait une prise en compte des contre-performances. Voilà, comment ça va fonctionner l'année prochaine? Déjà, nous sommes en train de travailler donc un projet qui doit passer au COMEX le 16 pour qu'ensuite on puisse éditer ce guide de compétition padel que tout le monde attend. Moi sur le classement, alors donc tout officieux, mais pour nos amis qui regardent tes vidéos, on peut quand même dire certaines choses. Sur le classement, il y a plusieurs choses. Moi, j'ai de bons joueurs en Occitanie, mais il y en a aussi partout ailleurs, et qui me disent bon Eric, là on va faire un P500, sauf que même si on le gagne, ça ne rentre pas dans nos 10 meilleurs résultats. Moi, ça me choque un peu ça. Ouais. C'est-à-dire de jouer pour rien. Et donc, pas jouer, alors ça donne plus de chance pour les autres, mais du coup, il y a une espèce de bouchon qui se forme, et ce n'est pas forcément terrible. Donc, on va sans doute vers une prise en compte d'un plus grand nombre de résultats. On parle de 15, ça peut être 15 résultats, pour que voilà, on puisse ensuite faire même le moindre P500, rentrera dans le palmarès s'il marche bien, etc. Est-ce qu'on peut même dire, peut-être qu'on commence par 15, mais que ça peut se finir à 20, voire plus? Je te donne un exemple très précis. Si on constate dans le top 100, top 200, allez, même au-delà, aujourd'hui, on voit que de nombreux joueurs sont bien au-delà des 20 compétitions. On peut parler de 30, on a vu qu'il y avait quelques records avec presque 70 tournois dans l'année. Ça veut dire tout simplement plus de 1 tournoi par semaine. Même si on voit de tout dans le classement, moi qui viens du tennis, j'aimerais que ça reflète quand même un niveau de jeu. Je suis désolé, quelqu'un qui n'a pas trop le temps de s'investir, qui n'a pas trop le temps de faire des tournois parce qu'il travaille, parce qu'il y a diverses raisons, il faut quand même qu'il soit à sa place au niveau du classement. Il ne faut pas qu'il soit trop pénalisé. Donc, voilà, ce qui veut dire que si on prend 20, 25 résultats, on va privilégier ceux qui jouent beaucoup, ce qui peut être bien commercialement, mais en termes de niveau de jeu, voilà, il faut trouver le bon équilibre. Et il y a un autre équilibre aussi que, là je vais peut-être en choquer certains,
Mais je suis assez pour un retour en arrière sur le nombre de points distribués par tournoi. Et donc avoir une échelle voilà, de points correspondant à sa place. Alors, j'en plaisante sur Facebook. Moi, j'ai fait un P250 avec mon fils. On est arrivé 24e. On marque 50 points et on n'a pas gagné un match. On a pris que des douilles, etc. C'est 50 points, je suis désolé, je ne les mérite pas. Donc, avant de faire ce système, il y avait un système beaucoup plus élastique. C'est-à-dire, on avait 250 points au vainqueur. Mais les derniers, ils avaient 1, 2 ou 3 points. Je ne m'en souviens plus exactement. Symbolique. Donc, on va retravailler un peu sur ce barème. Est-ce que ça ne dépendrait pas, du coup, à terme, plus aussi du nombre de joueurs qui composent un tournoi? Parce que quand on fait un P250 avec un tableau qui peut arriver de 16 paires, alors que certains sont à 32, voire parfois on voit des tableaux complètement fous, et au final... c'est ça, mais tu as tout compris. Dans un P250, tu as 32 équipes. La 32e équipe marquera, là je dis une bêtise, 3 points. Ouais. Dans un P250 à 24, la 24e marquera 3 points. Et enfin, dans un P250 à 12 ou à 16, les derniers marqueront 3 points. Voilà, c'est peut-être un petit peu dur, parce que là, certains espèrent qu'il n'y ait pas beaucoup de compétiteurs pour marquer le plus de points possible. Alors c'est vrai que le nombre de points est un attrait extrêmement intéressant de la compétition. Mais voilà, il y a aussi le mérite des choses. Pour ou contre, du coup, pour rebondir par rapport à ce que tu as dit, pour ou contre l'intégration des contre-performances? Alors, ça c'est quelque chose qui revient souvent. Qui revient souvent, qui est difficile à mettre en place. Déjà, d'un point de vue calculatoire, c'est la première des choses. Bon, sachez qu'au niveau du tennis international, la contre-performance ou la performance ne compte pas, d'accord? Et quoi qu'on en dise, Franck, beaucoup me persuadent du contraire, mais je suis désolé. Quand on bat la paire Bergeron-Maigret en finale d'un P2000, c'est quand même pas la même chose que si on bat cette équipe en P500 pour la 7e place. Je ne suis pas certain que ces joueurs-là fassent le même match. D'ailleurs, je ne suis même pas certain s'ils le font, le match. Mais bon, ça c'est encore autre chose. C'est encore un autre problème. Et naturellement, sur les matchs de classement, ce n'est pas eux que je vise parce qu'ils ont toujours joué le jeu. Je fais exprès de prendre ces deux exemples-là parce que, au contraire, je les trouve très fédéraux, même s'ils ont des intérêts un peu particuliers parce que voilà, ils ont une carrière à mener. Plus trop Johan avec ce qu'il nous a annoncé, mais voilà, non, ils ont toujours joué le jeu à fond, donc j'ai fait exprès de prendre ces exemples-là, mais j'en vise d'autres. Oui, voilà. Très bien. Bon, on coupera cette dernière séquence. Nanjo et toute la team, vous êtes les principaux concernés. Allez, voilà. Allez. allez. Bon. Donc voilà, la performance, la contre-performance, ça peut effectivement mériter, mais voilà, il y a aussi cette histoire de place, cette histoire d'importance du match. Mais je suis prêt à entendre des détracteurs qui disent finalement un match est un match et voilà. Donc ça, affaire à suivre, on verra comment les choses s'organisent par rapport à ça. En tout cas, c'est un thème qui est sur la table. Après, le dernier point, puis après on parlera d'autre chose que le classement, c'est d'abord savoir si on regroupe en série. Et si les joueurs sont toujours attachés à être 18 482e ou alors être dans une série avec 3000 autres joueurs. Ça, ce serait bien d'ailleurs que notre ami Mario fasse un petit sondage là-dessus. Parce que moi, j'ai quand même l'impression... Alors, moi, je suis 10 400e à peu près. J'ai gagné une quarantaine de points là, sur un petit P100 et je vais passer sous les 10 000. Mais c'est sous les 10 000 qui m'intéresse plus que d'être B7 ou série C8, etc. Donc je voudrais savoir les copains ce qu'ils pensent. Est-ce que justement tu rejoindrais... Enfin, quand on a fait un petit sondage, on n'a pas fait un officiellement, mais on va le faire, c'est une très bonne idée, on va le faire. Ça m'intéressera beaucoup, n'empêche. Mais maintenant, en coulisses, on voit bien que quand même, les gens sont très attachés, les joueurs sont très attachés à ce classement, à ce repère. Ils aiment bien parfois le copain, parce que quand on dit qu'il est série B ou série ou 15-4, oh d'accord, mais est-ce que je suis devant mon pote qui est 15-4 ou est-ce que je suis derrière? C'est ce que j'aimerais sonder. Voilà. Nos experts, parce qu'on travaille avec des experts, Éric Largeron, et Padel, il vaut 0. Hein. Donc les experts, eux, nous disent, le classement, il ne veut rien dire. Un 6 millième d'une région est beaucoup plus fort qu'un 3 millième d'une autre région, etc. Donc, maintenant c'est par série, parce que qu'est-ce que ça peut faire qu'il y ait 5 chiffres. L'un n'empêche pas l'autre. Exemple, dans le squash, il y a les deux qui existent. Les joueurs entre eux ne parlent que de classement,
mais sur le plan administratif, il y a une série, c'est-à-dire que chaque classement, par exemple, je dis n'importe quoi, mais entre la 500e et la 1000e place, ça correspond à telle série. Entre la 1000e et la 1000e et la 1500, ça correspond. Bon, l'un n'empêche pas l'autre. Ça permet d'aider ou de faciliter certaines tâches sur le plan administratif. Et pourquoi pas? Alors, bon. sauf que ça aide. Alors, l'idée, c'est d'aider effectivement les tournois à pouvoir avoir un nombre fixe plutôt que d'avoir une addition de nombres à 5 chiffres avec une calculatrice tout le temps. Sauf que ça avantagerait peut-être les ex-aequo et ça donnerait peut-être des tirages au sort plus difficiles à gérer. Or là, alors que là c'est simple. On a quand même, on additionne et il y a la souplesse de pouvoir être tête de série 3 et jouer contre le 1 en demi. Oui, bien sûr. Cette souplesse-là est suffisante peut-être pour éviter qu'on ait des séries au classement. Mais laissons les amis débattre de ça. Très bien. Autre thème, et c'est toi qui vas nous le donner ce thème. Autre thème, il n'y a pas que la compétition qui compte. Il y a aussi la partie loisirs, il y a aussi l'aide au développement du paddle. On parle aux jeunes, je pense aux dames. On a vu une grosse politique la mise en place depuis plusieurs mois maintenant avec l'équipe de Yann, de Marianne, de Christian Collange, de Chaume évidemment. Bref, il y a tout ça qui est en train de s'emballer. On voit bien qu'il c'est en train de se faire. Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine en plus de tout ça? Est-ce qu'il y a déjà une vision? Qu'est-ce qui va se faire en plus ou... Disons la suite logique des choses. Oui. Le travail de Marianne Vandel d'abord, c'est apporter du paddle pour des dames qui n'ont pas pratiqué ou pratiquent trop peu, etc. Ça va rester. C'est la base un petit peu du développement. Aujourd'hui, malheureusement, le paddle féminin est très en dessous des pourcentages que l'on pourrait attendre d'une fédération comme la nôtre et de ce sport-là. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en compétitrice, je crois qu'elle représente moins de 15% ou 15-16%. Alors qu'en tennis, par exemple, je fais la comparaison du tennis, désolé, mais on est une fédération qui gère les deux sports. Tennis, les compétitrices, c'est 25% et les licences, c'est 31-32%. Voilà. Malheureusement, en padel, alors qu'il y a tout pour que ce soit un sport féminin, il n'y a pas assez de filles. Donc, toutes les opérations faites par Marianne, on va les encourager, on va les développer, etc. Pour la partie Yann Oradou, Christian Collarge et donc au-dessus Alexia Dechaume, là, on est sur la détection des jeunes avec alimenter un certain niveau, mettre en place des compétitions, des équipes de France compétitives. Et là, on est encore un petit peu en retard. Voilà. Il y a une DTN tennis qui marche très très fort et qui aide les projets. Sur le padel, on commence à peine, on en est encore un petit peu loin. On a des jeunes qui ont prouvé qu'au niveau mondial, ils avaient leur place dans leur catégorie d'âge, mais il faut qu'on fasse beaucoup plus que ce que nous faisons aujourd'hui. Et c'est ce que nous allons faire d'ailleurs en 2023. Dernière question. Justement, je n'ai pas de question. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Une question que j'aurais pu te poser, mais vu que je ne connais pas la future réponse, je ne peux pas te la poser cette question. Est-ce que le Greenwiz, enfin le G3PM va avoir lieu? Ah, il aura lieu, c'est pas la question. La question c'est quand il aura lieu, mais ça, malheureusement, vous ne pouvez pas répondre pour l'instant à cause de la guerre des circuits, à cause du fait que pour l'instant, on ne connaît pas les futures dates. Non, nous non plus, on ne les connaît pas. Même s'il se trame qu'on resterait pour 2023 sur la même période. Ce qui ne peut pas être le cas en 2024, puisque vous savez que Roland-Garros est un site d'accueil des Jeux Olympiques. Donc, voilà. Et donc, du coup, le Greenwiz pourrait avoir lieu où? Toujours à Roland-Garros, mais à un autre moment. À un autre moment, voilà. d'accord. Il faut savoir que Roland sera pris, on va dire, de début juin jusqu'à mi-septembre. Donc, voilà. Après, si excusez-moi, si le Greenwiz n'est pas à Roland-Garros, enfin, franchement, ça a moins de sens quand même. Ah bah oui, non, on est d'accord. Le sens, c'est Roland-Garros, voilà, on est d'accord. Complètement. Dernière question, mais là, c'est sur un plateau que tu m'offres cette question. Du paddle à Roland-Garros pendant les JO en 2024. La médaille de bronze de l'équipe de France garçon va permettre de travailler encore plus et de travailler au corps le ministère des Sports pour qu'on soit reconnu de haut niveau. Il faut savoir que le beach tennis est un sport de haut niveau parce qu'on a eu des médailles dans nos différentes équipes de France. Là, c'est ce qui manquait au padel. Il manquait les médailles, on en a une, et il manquait aussi le nombre de fédérations nationales inscrites à la FIP. On est en dessous de ce qu'on peut attendre d'un sport de haut niveau. Mais on va y aller. Hein. Et le fait d'avoir le statut de haut niveau, c'est quand même plus pareil. On a un accompagnement